Le Bahia Beach Club, une boîte de nuit au cœur du Rotterdam High Tech. Depuis 4 ans, le patron des lieux propose à ses clients un cocktail inédit en Europe, quelques glaçons, un doigt de whisky et une puce électronique insérée sous la peau pour régler la note. La puce est sous ma peau, donc je ne peux pas vous la montrer. Sur la puce, il y a seulement un numéro unique, relié à une base de données, avec des informations sur moi, mon compte, mon nom, ma photo. Et aussi le détail de toutes ses consommations. C'est une infirmière qui introduit la puce sur place et avec une seringue. À la clé, accès au carré VIP. Jusqu'à présent, ce genre de puce était réservé en Europe au contrôle des animaux d'élevage. Si vous vous baladez dans le club, vous verrez que c'est un club normal. Nous sommes ouverts depuis 15 ans. C'est l'un des plus grands clubs de Hollande. Les gens adorent ça. En fait, ils trouvent que c'est un super système. Ces petites puces intelligentes qui communiquent des informations à distance sont déjà présentes dans notre quotidien. Leur nom, RFID, identification par fréquence radio, c'est la spécialité de Mélanie Ribach. Elle travaille sur la sécurité des données à l'Université libre d'Amsterdam. Le pass d'accès à l'université, c'est de la RFID. La carte pour le covoiturage, c'est de la RFID. Et le pass d'entrée à la bibliothèque publique d'Amsterdam, c'est aussi RFID. Des cartes, rien d'inquiétant jusque-là, nous en utilisons tous les jours. Pourtant, elles peuvent devenir un vrai danger pour notre vie privée. Le problème, c'est dès qu'on associe des informations à ces puces. Les opérations de collecte d'informations deviennent beaucoup plus faciles, c'est sûr. La collecte d'informations, voilà ce qui inquiète Aldo Marcus, représentant de l'Association des voyageurs néerlandais. Il est contre la fameuse carte à puce OV, une carte de transport et de paiement obligatoire, généralisée à tous les moyens de transport aux Pays-Bas, une première en Europe. Je dois valider mon titre de transport en sortant du métro. Et là, je veux prendre le train, donc je dois à nouveau le valider. Chaque trajet est donc automatiquement enregistré et stocké dans une base de données nationale. La société de transport n'a pas attendu le feu vert des autorités pour mettre la carte en service. Je n'ai rien à cacher, mais il peut y avoir des situations où je n'ai pas envie que mon patron ou ma femme sache ce que je fais. La RFID, c'est aussi une aubaine pour les industriels. Grâce à leur numéro unique et parce qu'elles sont lisibles à distance, les puces facilitent la traçabilité et la gestion des stocks. À terme, elles remplaceront donc le code barre sur tous les objets de notre vie quotidienne. Mais cette technique a un revers, une intrusion toujours plus grande dans la vie du consommateur. Si j'ai une puce intégrée dans mon manteau, elle peut être utilisée pour me suivre à la trace. La puce est associée à ma personne et lorsque j'entre dans une boutique avec ce manteau et que le magasin reconnaît la puce à distance, alors ils savent qui je suis. Identifier et collecter des informations sur les clients grâce à des puces pour améliorer le marketing. Pour les commerçants, le bénéfice est évident, mais les défenseurs de la vie privée craignent que ces informations soient détournées vers d'autres usages. Cela va permettre toujours plus de services personnalisés. Mais cela peut aussi être utilisé pour exclure des clients que les entreprises n'ont pas envie d'avoir. Comme dans les compagnies d'assurance, par exemple. Pour les assureurs, certains clients sont très intéressants et d'autres pas du tout. Membre du réseau européen Big Brother Award, Joris récompense chaque année les pires atteintes à la vie privée aux Pays-Bas. Les puces RFID sont souvent montrées du doigt par son association, mais cette année, le bonnet d'âne est revenu aux citoyens néerlandais pour leur insouciance. Tant que j'ai pas un GPS sous la peau, tout va bien. Un jour, dans quelques années à peine, on aura tous une puce sous la peau dès la naissance. La multiplication de ces puces intelligentes ne semble pas inquiéter les Néerlandais, pourtant connus pour être de farouches défenseurs des libertés individuelles. Vous ne pensez pas, Alexture, qu'un jour, ça va nous être imposé presque à notre insu, on va se voir greffer des puces sous notre peau Moi, je vais vous dire sincèrement, je trouve ça consternant. Qu'on puisse utiliser des puces RFID
pour entrer dans une boîte de nuit, c'est d'ailleurs pas aux Pays-Bas que ça a été cédé, c'est né à Madrid. Moi, j'ai rencontré le chirurgien madrilène qui est spécialisé dans les opérations pour aller les rechercher dans la chair. Et de temps en temps, c'est pas si facile que ça. Je trouve incroyable qu'on puisse aujourd'hui accepter une telle atteinte à son intimité physique et mentale pour un bénéfice aussi dérisoire que d'entrer dans une boîte de nuit de manière privilégiée. C'est l'exemple type de mauvais usage d'une technologie. Quand on pense qu'aujourd'hui, il y a des réflexions, par exemple, pour aider les malades atteints de maladie d'Alzheimer, avec l'accord des parents, sous contrôle d'un juge, pour les aider, grâce à une puce, à ce qu'ils se repèrent dans l'espace, etc. Voilà un usage qui mérite réflexion. Et après, à côté de ça, nos jeunes... Moi, j'ai des étudiants à la fac de Lille. Quand je leur parle de ça, ils trouvent ça génial, ils se roulent par terre. Mais on a vu dans le reportage qu'ils n'étaient pas du tout gênés. Mais quand je leur dis que si leur maman vient les chercher maintenant pour le rappel de piqûres antitétaniques, là, ils se planquent sous les jupes, tellement ils ont peur. Je trouve ça consternant. Günther Wallraff. En fait, c'est le début d'une ère de la mise sous tutelle volontaire. Bien sûr, absolument. On amène quelqu'un, simplement pour des raisons de distraction, de divertissement, à tout accepter, et finalement, il devient une sorte d'homme-objet, manipulé, contrôlé de l'extérieur. Et son individualité qui est tellement appréciée aux Pays-Bas, moi je connais bien les Pays-Bas, c'est quand même terrible que ça se passe dans ce pays-là, justement. Et finalement, ça transforme l'homme en marchandise. Et ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il accepte, ce qu'il n'accepte pas. Il y a d'énormes intérêts commerciaux. Regardez les caméras, le marché des caméras est gigantesque, même si ça permet de trouver des crimes ou des délits. Mais quand même, on fait du business, Et tous ces centres d'appel, qui est un fléau moderne, ils vivent de ces informations, empoisonnent l'existence des gens, et ça, c'est du consumo-terrorisme. Ça peut vous donner une occasion, un scénario possible, non, une idée de livre. Günther Wallraff, c'est pour vous ça, hein. Je vous laisse la possibilité. Juste un mot pour répondre à madame, vous dites chacun a la liberté de faire ce qu'il veut. Est-ce que les gens ont la liberté de prendre le métro? Est-ce que le Navigo-Pass qui vous permet de tracer... Alors d'accord, si vous payez plus cher, vous pouvez si vous payez 5 €, vous avez la possibilité de ne pas être... de paiement et de passage électronique qui ne permet pas de vous tracer. Ça veut dire quoi? Que seuls les pauvres auraient le droit d'être tracés et que ceux qui ont les moyens, enfin ceux qui ont vraiment les moyens ne prennent pas le métro, hein, on l'a compris. Mais enfin, moi c'est quand même quelque chose qui me surprend. Et entre les libertés telles qu'elles sont perçues individuellement et la chape de plomb ou la chape d'électronique qui est en train de nous tomber sur la tête, je passe pas pour quelqu'un qui est particulièrement laxiste, je ne crois pas. Je recherche les traces que laissent les individus dans les banques de données telles qu'elles existent, mais il vous suffit d'ouvrir votre boîte aux lettres, madame, tous les jours pour voir toutes les publicités que vous avez. Tout ça provient de fichiers qui ne sont pas forcément des fichiers publics, mais ils sont fichiers qui sont parfois vendus, ils sont omniprésents. Des fichiers qui sont vendus, et qui parce sont qu'on repère très précisément le consommateur les uns après les autres, et le profil du consommateur. Et sans autorisation préalable, bien sûr. Et la véritable problématique, elle est là. Il ne s'agit pas de renoncer à la technique, mais il n'y a pas que les États, il n'y a pas que les pouvoirs publics qui sont impliqués dans cette affaire-là, le commerce l'est également, et puis vous savez, en matière d'écoute téléphonique, avec les progrès de la technique, c'est plus tellement, ça peut l'être aussi, l'État ou tel pouvoir qui utiliserait par-delà les lois en vigueur les possibilités de la technique. Il y a plein d'officines privées, puisqu'avec une valise un peu bien conçue, vous allez vous placer à tel endroit et vous surprenez toutes les conversations téléphoniques, toutes les liaisons informatiques que les gens ont. Alors, et ça, ça va être un des véritables défis. On va réécouter nos témoins. Anneke, on vous a coupé dans votre élan. Vous vouliez dire? Oui, mais enfin, moi je continue à penser que quand on sait l'influence que ça peut avoir d'avoir une puce sous la peau, etc., vous avez la possibilité de choisir. Il faut donc informer les enfants, informer les jeunes. Je sais que tout ça, c'est une activité commerciale. Mais quand même, vous êtes libre, vous avez le droit de choisir. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Des entreprises, un jour, pourront demander à leurs salariés d'avoir un petit pass comme ça, en leur disant bah, ça sera formidable pour la machine à café, vous n'auriez plus à payer, ou pour le badge, vous pourrez rentrer, on saura, puis finalement, on oublie, non?
Mais vous n'avez qu'à refuser. Vous avez le droit de refuser. Et tant qu'on a le droit de refuser, c'est bon, hein, tout le problème est là. Sauf si l'emploi est en cause. Hein.